Joyeux Noël. Bienvenue dans la saison 2. Alors avec tout ça, allons tous tout défoncer. Oh, merde. Je veux dire, défonçons-le. Quoi de neuf? Et commençons. L'épisode commence avec Eileen. Elle a l'air inquiète, si inquiète qu'elle n'arrive même pas à tenir en place. Elle fait les 100 pas, agitée, se rongeant les ongles comme si ses pensées la dévoraient vive. Et peu importe à quel point elle y pense, elle a l'impression d'avoir commis une terrible erreur. Elle a envoyé Séogin au 67e étage et cet endroit est une zone mortelle. Eileen regarde à travers sa boule de cristal et son estomac se noue. Des milliers et des milliers de criquets noirs errent, une tempête mouvante, un cauchemar vivant. Et dans l'esprit d'Eileen, une pensée la poignarde encore et encore, Séojun va-t-il y mourir? Eileen ne s'autorise même pas à cligner des yeux. Elle fixe la boule de cristal comme si ses seuls yeux pouvaient le protéger, mais soudain, elle craque. Elle débloque son grand-père. La boule de cristal scintille, et au moment où son grand-père apparaît, il se met immédiatement à pleurer. Sa voix tremble alors qu'il s'excuse auprès de sa petite fille, la suppliant de lui pardonner. Il promet qu'il ne se comportera plus jamais mal avec Séojin. Eileen ne s'adoucit pas même un peu. Elle n'est pas en colère en ce moment. Elle est terrifiée. Eileen lui dit qu'elle lui pardonnera, mais qu'elle a accidentellement envoyé Séojin au 67e étage où des milliers de criquets l'attendent. Alors elle exige de savoir, son grand-père peut-il faire quelque chose pour aider Séojin? Eileen est la gérante de cette tour et même si elle voulait l'aider, elle ne le pourrait pas. Elle est piégée ici. Elle ne peut que regarder. Son grand-père, Kaiser, reste silencieux. Il s'arrête un instant, regardant sa petite fille trembler d'inquiétude. Puis il parle, sa voix est ferme. Ne t'inquiète pas, Eileen. Kaiser dit que l'humain est entré de lui-même dans la tour noire. La tour a appelé Séojun en son sein. Séojun n'est pas un humain ordinaire. Kaiser rappelle à Eileen combien de temps Séojun a survécu, et le nombre de monstres avec qui il s'est lié d'amitié. Un humain normal ne pourrait pas faire ça. Un humain normal serait mort ou aurait tué les monstres et en aurait fait des ennemis. Mais Séojin est différent. Séojin n'a pas peur des monstres. Il les aime. Il les adore et les monstres ici traitent Séojin comme un membre de leur famille. Séojin peut même commander des monstres dangereux et les faire travailler ensemble. Kaiser le loue ouvertement. Séojin n'est pas comme les humains ordinaires. Puis Kaiser ajoute quelque chose qui fait écarquiller les yeux d'Eileen. Le grand dragon noir, Eileen. Tu as choisi un humain qui ne mourra pas si facilement. Eileen est stupéfaite. Sa peur ne disparaît pas, mais sa poitrine se sent un peu plus légère. Et puis la scène change. On voit Séojun. Il a une plante d'oignon détoxifiant pressée contre sa bouche comme un étrange cigare, et son expression est un sourire suffisant. Dans sa main se trouve le même poignard et à ses côtés se tiennent ses amis, Théo, bébé ours, le lapin guerrier noir, et la princesse du royaume des lapins. Et là on le voit, Séojun et son équipe massacrent les criquets noirs, sans difficulté, sans fuir. Il les tranche sans effort. Théo atterrit avec fracas. Au moment où ses pattes touchent le sol, il tranche nettement un criquet noir. Puis il regarde Séojun et crie, « Si tu n'avais pas eu d'oignon détoxifiant, nous aurions pu avoir des ennuis. » Séojun reste calme. Il dit qu'il savait qu'il pourrait y avoir une urgence et qu'il essaie donc toujours d'être préparé. Et puis, la princesse au ruban rouge s'avance. Ses yeux brillent de concentration. Elle active son sortilège, jet d'eau, en une seule attaque, un seul coup. Des centaines de criquets noirs sont touchés d'un seul coup. Ils tombent comme une vague qui s'effondre. Séojun regarde, incrédule. La princesse au ruban rouge massacre plus de 50 criquets et les criquets changent. Les rouges deviennent violets et le système notifie immédiatement à Séojun que son compagnon a massacré les criquets violets, lui faisant gagner des points d'expérience. Séojin sent son cœur s'alléger. Il est heureux. Ce combat pourrait enfin lui permettre de monter de niveau et de devenir plus puissant. Séojin saisit le poignard de Thor, vise, puis tranche. 10 criquets rouges tombent en même temps. Bébé ours reste derrière Séojin, le protégeant comme un mur, mais soudain, un criquet violet apparaît. Il se faufile derrière Séojin, visant son cou. Une coupe nette, une mort silencieuse. Les yeux de Théo s'écarquillent. Théo panique. Séojun, fais attention. Le lapin guerrier noir panique aussi. Mais Séojun se contente de sourire. Un sourire suffisant et intrépide. L'oignon vert toujours à sa bouche comme un cigare, comme s'il se promenait dans un parc. Tout va bien. Puis le corps de Séojin émet une aura bleue. Le criquet violet se fiche de choc et l'instant d'après, Séojin entre. En mode Super Saiyan bleu. Une flamme bleue jaillit de son corps. Ni petite, ni douce. Elle se propage autour de lui comme une explosion divine et des centaines de criquets violets sont réduits en cendres. La flamme est si puissante que même Théo et la princesse au ruban rouge en ressentent la présence à distance. Théo est si choqué que sa bouche est grande ouverte, la bave presque dégoulinante. La princesse au ruban rouge a l'air stupéfaite elle aussi. Même elle ne croit pas ses yeux. Séojin continue le carnage avec son aura. Le poignard revient à Séojin comme s'il était vivant. Tranchant d'autres criquets sur le chemin du retour, il découpe 50, 60 criquets violets comme s'il était du papier. Séojin dit calmement qu'il a apporté la flamme blanche du gardien de la flamme. Il était préparé. Finalement, le poignard retourne dans sa main. Séojun sourit de nouveau, ajuste l'oignon détoxifiant sur son visage, et dit, « Je ne suis plus le plus faible ici.
Bébé ours explose d'excitation. Ses yeux brillent comme des feux d'artifice. Il crie fièrement, « Mon papa est génial !» Et quelque part au loin, la boule de cristal d'Éline continue de briller, lui montrant la vérité. Séojin n'est pas piégé dans une zone mortelle. Les criquets sont piégés avec lui. Après avoir vu cette aura impressionnante, Bébé ours crie d'excitation pure, qualifiant Séojin de génial. La princesse ruban rouge, qui croit vraiment que Séojun est un dragon noir, regarde avec admiration et dit avec un profond respect, « Que peut-on attendre d'un grand dragon noir ?» Puis son expression devient un peu triste. Elle dit que ça aurait été tellement mieux si Séojun avait été là quand son royaume se faisait détruire. Si Séojun avait été là, peut-être que son royaume ne serait pas tombé du tout. Mais même après tout ça, le problème n'est pas encore résolu. Séojun lève les yeux, et ce qu'il voit lui noue l'estomac. Des milliers et des milliers de criquets noirs errent dans les airs comme une brume vivante. Séojin et son équipe continuent de tuer des criquets violets mais leur nombre ne semble pas diminuer. Ça semble infini. Théo le remarque en premier. Il dit que même s'ils continuent de tuer les criquets violets, ça ne s'arrêtera pas. Leurs plans douanons détoxifiants sont limités et le problème n'est pas leur force. Ils peuvent vaincre les criquets violets, mais le poison? Si les onons détoxifiants s'épuisent, tout le monde mourra empoisonné. Le lapin guerrier noir est d'accord. Bébé ours est d'accord. Séojin est d'accord aussi. Séojin observe attentivement ses compagnons. Leur respiration est plus lourde. Leurs mouvements sont plus lents. Ils commencent à fatiguer. Séojin grince des dents. Il pense qu'il n'est pas assez fort pour tuer tous les criquets violets comme le Minotaure et Yona. Il pense que ça aurait été génial si Yona était là avec lui. Puis Séojin a une idée étrange. Son regard s'aiguise. Séojin sort rapidement une clé de son inventaire. Cette clé est soudain, un plan se forme dans sa tête. Séojin est sur le point de faire quelque chose, mais de nombreux criquets violets se ruent sur lui pour le tuer avant qu'il ne puisse agir. Séojin réagit instantanément. Il utilise la clé et ouvre une porte juste devant eux. C'est la même porte, celle où il a trouvé la chauve-souris dorée, la porte mystérieuse qui a été donnée à Séojin par Skyrim. Séojin l'active. La porte s'ouvre et se referme violemment. Les criquets violets sont écrasés par l'impact, mourant instantanément en étant frappés par la porte. Séojin frappe à la porte avec urgence. Il appelle Yona car elle est entrée dans cette pièce plus tôt pour l'améliorer. Et si la théorie de Séojin est correcte, Yona devrait toujours être à l'intérieur et voilà, Séojin avait raison. Yona est là. Yona sort de la porte et fronce instantanément le nez. Elle sent le poison dans l'air et dit, « Pourquoi y a-t-il autant de poison ici ?» Séojin la coupe immédiatement. Il n'y a pas le temps d'expliquer. J'expliquerai plus tard. Peux-tu d'abord tuer les criquets violets? Yona regarde par-dessus Séojin et ses yeux s'écarquillent. Des milliers et des milliers de criquets violets se précipitent vers eux comme un raz-de-marée. Elle remarque aussi Théo et l'idée que Théo soit blessé la fait craquer. Son expression devient féroce. Elle se met en colère. Elle dit qu'elle ne laissera pas Théo se faire blesser, pas même une égratignure. Yona lève la main et active l'un des sorts d'attaque de zone les plus dangereux. Choc électrique. Un seul coup frappe un criquet violet, puis une réaction en chaîne explose vers l'extérieur. L'électricité se propage d'un criquet à un autre, du premier au deuxième au troisième, du troisième au quatrième, de plus en plus vite jusqu'à ce que le choc traverse tous les seins comme une malédiction de foudre. Les criquets violets commencent à éclater. Leur corps éclate et explose comme des pétards. Des morceaux volent partout. C'est sauvage et brutal et d'une certaine manière, ça ressemble à un spectacle de feux d'artifice du Nouvel An ou de Noël, un spectacle d'une beauté terrifiante. Séojun regarde avec une drôle de tête. Bébé ours regarde la bouche ouverte. Théo regarde comme s'il voyait un miracle. La princesse ruban rouge est aussi stupéfaite. Et même là, le lapin guerrier noir rougit comme un fou car toute son attention n'est même plus sur les criquets. C'est sur le visage de la princesse ruban rouge et ses joues. Le lapin guerrier noir est tombé amoureux. Mince. Quel type. Séojin ressent une vague de soulagement. Il est sur le point de remercier Yona. Mais au même instant, le système notifie Séojin. Séojin a tué plus de 100 000 criquets violets en un seul coup. Et grâce à cela, Séojin a gagné 3 millions de points d'expérience. Séojin gagne beaucoup de niveaux. Puis une autre notification arrive. Il reste encore 7 milliards de criquets violets en vie. L'expression de Séojun se fige. 7 milliards? Même bébé ours reprend sa petite forme sous le choc. Pendant ce temps, le lapin guerrier noir regarde toujours la princesse ruban rouge. Absolument sans vergogne. Yona dit que ça ira parce qu'ils ont tué tellement de criquets violets, l'essaim reprendra sa forme rouge. Mais en disant cela, Yona vacille soudainement. Le poison est encore fort. Elle se sent bizarre. Elle est sur le point de s'évanouir. Avant que Yona ne tombe, Théo se précipite vers elle. Il la rattrape dans ses bras puis Théo place doucement un plan douanon détoxifiant près de la bouche d'Yona et lui dit de le manger. Ça la soignera. Théo le dit normalement d'un ton doux et gentil, mais aux yeux d'Yona, Théo ressemble à un prince. Théo est mignon. Théo a l'air attentionné. Théo la complimente aussi. Il dit à Yona que sa magie était géniale. Il dit qu'elle a tué toutes ces sauterelles violettes d'un seul coup. Théo est juste honnête, mais le visage d'Yona devient tout rouge. Elle rougit intensément. Elle met la plante douanon détoxifiant sur sa bouche et continue de fixer le visage de Théo. Son corps tout entier se met à picoter. Pendant ce temps, le lapin guerrier noir dit quelque chose d'important.
Il dit qu'il ne sent plus aucune énergie de sauterelle. Théo hoche la tête. Il dit qu'il est vraiment content. Puis Seo-jun regarde tout le monde, réalisant que tous sont fatigués et ont besoin d'un endroit pour se reposer, mais ils ne peuvent pas se reposer dans cette eau boueuse, n'est-ce pas? Mais comme Yona a guéri la porte mystérieuse et par coïncidence, ils ont maintenant une porte mystérieuse qui peut servir d'abri. Alors Seo-jun invite tout le monde à entrer et à se reposer. Lentement, ils ouvrent la porte mystérieuse et au moment où la porte s'ouvre, une chaleur étrange se propage de l'intérieur. Dès que tout le monde est entré dans la pièce, ils étaient déconcertés. Théo et Seo-jun sont choqués. Sa bouche reste ouverte. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et d'un autre côté, la petite et mignonne Yona est assise confortablement sur la tête de Théo, se reposant comme si c'était sa place, comme si le monde était enfin calme pour l'instant. Finalement, l'intérieur de la porte mystérieuse est révélé et il a véritablement changé. Auparavant, c'était sombre et lugubre comme un donjon sale qui sentait la pierre humide et les mauvais souvenirs, mais maintenant, il s'est transformé en une pièce douillette et confortable. Il y a un canapé, une table à manger, un joli tapis, et même un feu de camp chaleureux qui brûle doucement au centre, répandant une lumière douce sur tout. Seo-jun regarde attentivement autour de lui, ses yeux se plissant alors qu'il réalise quelque chose d'important. Cet objet est d'une puissance folle. Avec cette porte, Seo-jun peut créer une zone de sécurité n'importe où dans la tour, un refuge, un endroit où lui et ses compagnons peuvent respirer, récupérer et survivre. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne peut entrer par cette porte sans la permission de Seo-jun. Aucun monstre, aucun ennemi, personne. Seo-jun réalise que ce n'est pas seulement utile, c'est dangereusement puissant. Son expression devient sérieuse alors qu'il plonge dans une profonde réflexion, comprenant à quel point cela pourrait tout changer. En arrière-plan, Théo et Yona discutent nonchalamment. Leur voix est calme maintenant que le danger immédiat a disparu. La princesse au ruban rouge est assise à sa table habituelle comme si l'endroit lui appartenait, le menton posé sur sa main, comme si c'était juste un autre jour pour la royauté. Et comme d'habitude, le lapin guerrier noir fixe toujours la princesse au ruban rouge comme si son âme avait quitté son corps. Il rougit, complètement perdu dans son propre monde de rêve, imaginant probablement déjà leur mariage alors que personne ne lui a rien demandé. Puis Seo-jun remarque quelque chose d'étrange, bébé ours est en train de manger quelque chose. Seo-jun se retourne et lui demande ce qu'il mange et bébé ours se retourne immédiatement, les yeux pétillants, excité comme un enfant qui vient de découvrir un trésor. Quoi qu'il tienne, il le tend à Seo-jun en l'appelant papa. Bébé ours dit fièrement que c'est une paire de sauterelles violettes et que c'est vachement bon. Mais au moment où Seo-jun regarde de plus près, l'odeur le frappe. La viande de sauterelle violette sent encore plus dégoûtant que la viande normale, assez pour qu'un homme adulte remette en question toute sa vie. Seo-jun et Théo font tous deux des grimaces étranges, forçant des sourires polis en disant que ça a l'air délicieux, mais ils ne veulent pas en manger. Leurs voix sont sarcastiques, très sarcastiques, mais seulement parce qu'ils ne veulent pas que bébé ours se sente mal et arrête de savourer son petit repas étrange. Pourtant, Seo-jun remarque quelque chose de bizarre. La viande a l'air dégoûtante, mais l'odeur, elle sent le sucré. Et la texture, la couleur, ça ressemble à du poulet. Ça ressemble vraiment à du poulet. Les yeux de Seo-jun s'écarquillent alors qu'une idée le frappe comme un éclair. Il tourne lentement la tête vers Yona et l'appelle par son nom. Il lui demande si elle peut augmenter la température du feu et suivre ses instructions. Yona accepte immédiatement sans même poser de questions. Et honnêtement, tout le monde peut déjà deviner ce que Seo-jun prépare. Oui. Seo-jun va cuisiner les sauterelles comme un homme qui a accepté que la vie dans la tour n'est que de la survie avec un assaisonnement supplémentaire. La scène montre brièvement l'extérieur où des tas de sauterelles gisent, mortes. Et de la porte mystérieuse, une odeur incroyablement délicieuse commence à s'échapper. Puis nous retournons à l'intérieur du refuge et cette riche odeur se répand dans toute la pièce comme un sortilège. Le lapin guerrier noir ferme les yeux et l'inspire profondément. La princesse au ruban rouge ferme aussi les yeux, la savourant comme une reine gourmet. La bouche de Seo-jun commence à saliver avant même qu'il ne s'en rende compte. La bouche de bébé ours salive comme une cascade, son corps tremble d'excitation alors qu'il sautille avec impatience, réclamant à manger comme un petit guerrier qui vient de terminer une guerre et exige maintenant son dîner. Seo-jun nettoie les sauterelles à fond, enlevant toute la saleté, toutes les parties dégoûtantes et tout ce qui pourrait encore contenir du poison. Il place la viande sur le feu et commence à la cuire comme un barbecue, en gardant des plantes détoxifiantes à proximité pour qu'aucune toxine ne puisse subsister. Au moment où la viande de sauterelle commence à grésiller, l'odeur devient encore plus forte, chaude, fumée et étrangement tentante. Et à ce moment précis, la notification du système apparaît. Elle annonce que bébé ours est la première personne à avoir rôti la sauterelle violette et à l'avoir rendue comestible. Mais elle confirme aussi que Seo-jun a réussi à enlever le poison et à la rendre sans danger pour tout le monde. Une autre notification apparaît immédiatement après. Le niveau de cuisine de Seo-jun a augmenté. Niveau de cuisine 4. Ses effets sur la nourriture seront désormais améliorés. Puis le système le notifie à nouveau. Seo-jun a créé un plat, le plat de sauterelle violette grillée. Après l'avoir mangé, personne ne sentira plus le poison. C'est tendre, savoureux et bon pour le corps. Et plus important encore,
Quiconque en mange gagnera une résistance au poison encore plus forte que celle des plantes d'oignon détoxifiants. Seo-Jun fixe les notifications puis baisse les yeux sur la viande de sauterelle grillée. Un lent sourire confiant se dessine sur son visage car dans cette tour, même une zone de mort peut se transformer en table de dîner. Et ce soir, les sauterelles ne sont plus les chasseurs. Elles sont le menu. Seo-Jun ne revient pas. Il a vraiment préparé un plat de sauterelles violettes grillées et il a même un effet de résistance au poison. Mais honnêtement, Seo-Jun ne se soucie même pas de l'effet de résistance au poison pour le moment. Il ne pense pas aux statistiques. Il pense à la nourriture. Seo-Jun retire calmement la viande de sauterelle violette grillée de la brochette, ses yeux brillant un peu, et dit à tout le monde que c'est enfin l'heure. Tout le monde fixe la viande. Il la fixe comme si c'était un miracle ou un piège. Bébé ours, cependant, n'hésite même pas. Il mange déjà comme si sa vie en dépendait. Théo, pas pareil. Théo fait toujours cette tête dégoûtée parce qu'il n'aime pas les sauterelles. Ce sont des insectes. Et Théo a vu de ses propres yeux à quel point ces sauterelles étaient répugnantes. Théo admet que la viande a l'air bonne et qu'elle sent même bon, mais il ne peut toujours pas effacer l'image des sauterelles rampant dans son esprit. Avant que Théo ne puisse dire quoi que ce soit de plus, bébé ours attrape immédiatement la viande et dit que si Théo ne veut pas, il la mangera. Seo-Jun est sur le point de l'arrêter et de dire que c'est trop chaud, mais il est trop tard. Bébé ours l'attrape sans réfléchir et ses pattes commencent instantanément à brûler. Il panique, jette la viande en l'air et manque de créer un nouveau spectacle de feux d'artifice à l'intérieur de la maison sécurisée. Mais comme la patte de bébé ours est épaisse et solide, il parvient à rattraper la viande, lentement, très lentement, comme un courageux soldat essayant de ne pas crier. Puis il souffle fort dessus pour la refroidir, ses joues se gonflant. Et au moment où elle refroidit enfin, bébé ours prend une énorme bouchée et l'intérieur de la viande a l'air incroyablement juteux. Elle est tendre, fumante et brillante. Rien qu'en la regardant, c'est évident. Cette viande est incroyablement tendre et délicieuse. Bébé ours mâche avec un pur bonheur et au moment où la saveur l'atteint, il atteint presque le paradis. Ses yeux brillent comme des étoiles. Tout son corps se détend et il se met à manger encore plus vite, comme s'il avait peur que l'univers la lui enlève. Seo-Jun et Théo le regardent, incrédules. Bébé ours mange si bien que même Théo, qui déteste les criquets, se met à baver un peu. Yona le regarde fixement aussi. Le lapin guerrier noir est également affamé. Tout le monde commence à admettre la vérité. Aucun d'entre eux ne voulait manger de la viande de criquet. Mais en voyant à quel point ça a l'air délicieux pendant que bébé ours en mange comme si c'était la meilleure chose au monde, ils ne peuvent plus se retenir. Ils sont fatigués, ils ont faim, et ils ont besoin de nourriture. Seo-Jun sourit chaleureusement et retire les brochettes restantes du feu de camp, offrant à tout le monde de la viande de criquet grillée. Tout le monde lève la main et prend poliment un morceau, l'air encore méfiant, mais aussi incroyablement tenté. Seo-Jun s'arrête un moment et prie silencieusement Dieu pour ce repas, car à ce stade, survivre dans la tour ressemble déjà à un miracle. Finalement, Seo-Jun prend aussi une bouchée. Tout le monde prend une bouchée en même temps et leurs yeux s'écarquillent. Le goût est à tomber par terre. C'est délicieux. C'est incroyablement délicieux. Tendre comme du poulet, juteux comme un barbecue, et l'oignon, la feuille et la plante ajoutent une touche épicée qui le rend encore meilleur. Tout le monde se fige une demi-seconde, puis se met à manger sérieusement. Bébé ours est déjà au paradis et maintenant tout le monde le rejoint. La maison sécurisée se transforme en un festin rempli de chaleur, de mastication, de soupirs satisfaits et du son du bonheur après une longue bataille. Mais à l'extérieur de la porte mystérieuse, cette délicieuse odeur s'échappe et nous voyons trois êtres mystérieux assis là, reniflant l'air. Ils parlent d'un ton effrayant, leurs yeux brillants de faim, disant que quoi que ce soit, ça sent très bon. Ils se demandent s'ils devraient en manger aussi. Et les gars, si vous n'êtes pas encore abonnés, s'il vous plaît abonnez-vous pour nous soutenir et nous aider à atteindre l'objectif de like. Je sais que vous, les potes, pouvez le faire. D'accord. Maintenant, revenons à l'histoire. Puis nous voyons Seo-Jun, bébé ours, le lapin guerrier noir et la princesse au ruban rouge dormir sur le dos, se reposant paisiblement aux côtés des Yona. La maison sécurisée est chaleureuse, silencieuse et calme comme une petite île de confort à l'intérieur de la tour. Tout le monde est fatigué de la bataille. Leurs corps se sont enfin détendus après avoir mangé. Mais Théo n'a pas du tout sommeil. Son estomac est plein, sa tête est active, et il décide de sortir faire une promenade. Théo sort et s'étire en pensant que puisqu'il a tant mangé, marcher un peu l'aidera peut-être à se sentir mieux. Il marche nonchalamment, la queue se balançant, complètement inconscient qu'une ombre l'attend, cachée derrière la porte. Théo n'a aucune idée que quelqu'un est sur le point de lui mettre un tissu sur la tête et d'essayer de le kidnapper comme s'il était une sorte de livraison de collation, mais Théo est capable de sentir quelque chose. Son instinct de chat lui hurle que quelque chose ne va pas. Il se retourne brusquement, trop tard. Un être mystérieux jette soudainement un tissu sur la tête de Théo et le serre autour de son visage. Théo essaie de crier mais la créature lui plonge le visage directement dans les os. Théo panique, se débattant désespérément, mais sa voix ne sort pas. Son corps se débat mais le tissu est serré. Si serré qu'on peut encore voir l'image rémanente de ses yeux et de sa bouche pressée contre lui. Finalement, la créature mystérieuse se révèle. Elle ressemble à une grenouille avec une gemme brillante sur la tête. Théo essaie de crier, « Espèce de salaud, laisse-moi tranquille »,
mais aucun son ne sort. La grenouille avec la gemme commence à maltraiter Théo, furieuse. Elle dit que d'innombrables camarades sont morts à cause de Théo. Elle blâme Théo et ses amis, disant qu'ils ont amené tous ces insectes sournois dans le marais. La grenouille se méprend complètement et pense que Théo est la cause du désastre des criquets. Théo essaie désespérément d'expliquer qu'ils n'ont pas amené ces insectes ici, mais il ne peut pas parler. Sa bouche est complètement couverte. Théo se met à pleurer et à trembler, les suppliant de le laisser tranquille. Il essaie de se calmer et dit qu'il est un marchand ambulant de niveau intermédiaire, mais la grenouille avec la gemme refuse de le croire. La grenouille l'accuse de mentir en demandant quel genre de marchand ambulant apparaîtrait au milieu d'un marais. Un marchand devrait vendre ses marchandises en ville, pas errer près d'une eau empoisonnée. Puis deux autres grenouilles joyaux apparaissent, également des grenouilles avec des gemmes sur la tête. Elles arrêtent la première grenouille en lui disant de se calmer car elles ne feront plus de mal à Théo. Elle remarque quelque chose d'important, un badge de marchand sur le cou de Théo. Au moment où elle le voit, la grenouille avec la gemme desserre enfin le tissu et laisse Théo tranquille. Théo s'effondre sur le sol, respirant difficilement, terrifié, tremblant de manière incontrôlable à cet endroit. Et les gars, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est vraiment vrai. Il y a quelques jours, mon chat Théo est accidentellement sorti de ma maison et je l'ai trouvé dans mon jardin. Il tremblait sur place de peur. Je peux totalement comprendre cette merde. D'accord. Maintenant, retour à l'histoire. La grenouille joyau violette demande à Théo ce qu'un marchand ambulant fait dans le marais de Navia. La grenouille joyau vert clair plisse les yeux avec méfiance et dit que le badge de marchand est peut-être un faux. Théo essaie de crier en disant que c'est un gros malentendu. Il explique qu'ils sont venus ici pour tuer les criquets violets et sauver les grenouilles joyaux. Théo annonce aussi fièrement qu'il est un subordonné direct du grand dragon noir. Au moment où Théo dit grand dragon noir, les trois grenouilles se figent. Leurs yeux s'écarquillent sous le choc. Leurs corps se raidissent comme si quelqu'un venait d'invoquer la mort elle-même. Théo dit qu'il y a un grand dragon noir derrière la porte mystérieuse. Si les grenouilles ne le croient pas, elles devraient frapper à la porte et entrer pour voir. Le grand dragon noir y dort paisiblement. Mais au lieu d'être soulagées, les grenouilles deviennent encore plus terrifiées. Elles commencent à penser que si Théo est vraiment un subordonné du grand dragon noir, alors elles viennent d'essayer de le kidnapper. Et si le grand dragon noir se met en colère et détruit toute leur espèce? Les grenouilles paniquent intérieurement, ne sachant que faire. La grenouille vert clair dit qu'elles ont besoin d'aide car elles ne savent pas du tout comment gérer cette situation. Alors les trois grenouilles prennent une décision. Elles décident d'emmener Théo à leur seigneur, Garion. Théo ne sait même pas qui est ce seigneur Garion et avant qu'il puisse protester, elles le suspendent la tête en bas à un bâton de bois et commencent à l'emporter comme un poisson capturé. Théo hurle, appelant Séogin à l'aide, criant que son précieux partenaire se fait kidnapper. Au secours. Mais Séogin n'entend rien venir de la porte. En fait, Séogin dort paisiblement, se grattant les oreilles comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde, ignorant complètement que Théo est emmené de force comme dans une scène de tragicomédie. La scène revient sur Théo. Il est toujours attaché la tête en bas, se balançant, tandis que les grenouilles l'emportent vers un lieu inconnu. Théo se met en colère, criant qu'il est le futur roi des marchands. Il est aussi un subordonné du grand dragon noir. Il devrait être traité avec respect et il devrait le descendre tout de suite. Théo crie tellement que les grenouilles s'agacent et finissent par le jeter à terre. Théo pousse un cri en roulant sur le sol de manière théâtrale, puis se remet immédiatement à crier comme si de rien n'était. La grenouille vert clair finit par détacher Théo et s'excuse. La grenouille admet qu'ils n'auraient pas dû traiter Théo si mal, mais qu'ils ont perdu près de 70% de leur population. La grenouille vert clair dit que même ses parents ont été tués par les criquets. C'est pourquoi il pensait que Théo et son groupe avaient amené les criquets ici. Théo est choqué. Il leur dit que ce n'est pas vrai. Il dit qu'il est venu ici pour tuer les criquets et sauver tout le monde. Puis Théo regarde attentivement les trois grenouilles et remarque les joyaux sur leur tête. Ce ne sont pas des grenouilles normales. Ce sont des grenouilles joyaux. Théo se met soudainement de nouveau en colère et hurle que lui et ses amis sont venus ici pour les sauver et qu'ils traitent un invité de cette manière. Théo dit, savent-ils au moins à quel point c'était difficile de combattre les criquets et de libérer cet endroit? Il bombe le torse, la queue frétillante, agissant comme un petit héros fier quand soudain quelqu'un l'interpelle d'une voix menaçante. Comment osez-vous? Le corps de Théo se fige. Il se retourne lentement et nous voyons quelque chose de terrifiant. Une bulle remonte du marais, puis une autre, puis une énorme. Et l'instant d'après, une silhouette massive jaillit du marais. Une voix profonde et menaçante, chargée d'autorité et de rage, s'élève du marais. Qui ose menacer les grenouilles joyaux? Au moment où cette voix résonne, les trois petites grenouilles derrière Théo s'inclinent immédiatement de peur, leur corps tremblant comme si elles venaient de voir un dieu. Même Théo, qui essayait de faire le dur une seconde auparavant, sent ses poils se hérisser. Son instinct crie au danger car la silhouette qui émerge de Léo est massive. Et finalement, la grande silhouette est révélée. Une grenouille si énorme et gigantesque qu'elle est presque aussi grande que maman ours. Son corps est enflé, monstrueux et rempli de pure colère. Enragé, il sort du marais comme un désastre vivant et Léo jaillit avec une telle force que Théo manque de se noyer. L'éclaboussure le frappe comme une vague, l'entraînant sous Léo un instant, et quand il remonte, il est à moitié inconscient, toussant et tremblant, à peine capable de garder les yeux ouverts.
La grenouille violette pointe rapidement Théo du doigt et dit à leur seigneur Garion que ces gens ont amené un chat suspect de l'endroit où les criquets rouges avaient la plus forte densité. Les yeux du seigneur Garion se plissent brusquement. Il sent aussi que Théo est celui qui a amené les criquets violets dans son marais et sa rage se tourne directement vers Théo. Garion s'avance avec une présence terrifiante, dominant Théo comme s'il était sur le point de l'écraser dans la boue. Théo se réveille lentement, toujours étourdi, toujours trempé, et Jurion se penche et grogne du même ton menaçant, « Est-ce toi qui as laissé ces maudites bestioles ici ?» Jusqu'à présent, Théo était énervé et contrarié, et il a toujours peur. Son corps lui fait mal, sa tête tourne, mais à ce moment-là, quelque chose change en lui. Il pense, « Mince, ça fait tellement mal et j'ai peur, mais maintenant je m'en fiche. » Théo se relève lentement, s'ébrouant comme un guerrier. Il dit que s'il était l'ancien Théo, il aurait eu peur, mais maintenant il a changé. Il déclare fièrement qu'il deviendra un roi marchand à l'avenir et qu'il ne peut plus avoir peur de petites choses. Théo croise les pattes et se lève, essayant d'avoir l'air confiant tout en se présentant comme quelqu'un d'important. Cela ne fait qu'irriter davantage le seigneur Garion. Son visage se crispe, ses yeux flamboient et il lève la main, prêt à écraser Théo en le traitant de petite chose. Mais au même moment, la grenouille vert clair se précipite et dit au seigneur Garion d'arrêter. La grenouille explique rapidement que ce chat doré est le subordonné du grand dragon noir. Au moment où le nom du grand dragon noir est prononcé, l'expression du seigneur Garion change instantanément. Son arrogance se fissure, son corps se raidit, et de la sueur commence à perler sur son visage. Les trois grenouilles expliquent précipitamment toute l'histoire. Comment elles ont vu Théo sortir d'une porte mystérieuse, comment elles ont paniqué et l'ont kidnappé, et comment Théo n'arrêtait pas de dire qu'il était venu ici pour tuer tous les criquets. Elles mentionnent également que le grand dragon noir se trouve derrière cette porte. Peut-être que ce chat dit la vérité. Peut-être que Théo est vraiment venu avec ses amis pour les sauver. Théo, maintenant agacé et frustré, lance qu'il essaie d'expliquer ça à ces idiots depuis longtemps, mais Garion n'est toujours pas convaincu. Il lève à nouveau la main et dit que même lui, le seigneur Garion, est encore en convalescence après avoir été touché par le poison de ces bestioles. Il dit qu'il est impossible qu'une petite créature comme Théo puisse s'occuper de ces criquets. Il insulte Théo, le traitant de faible et disant qu'il lui est impossible de combattre le poison. Les yeux de Théo se plissent. Au lieu de discuter, il fouille dans son sac et en sort le plat de viande de criquet grillé. Il le tend et dit au seigneur Garion que s'il mange ce plat, il obtiendra toutes les réponses. L'odeur de la viande de criquet se répand instantanément, riche et forte, et la langue du seigneur Garion jaillit comme une arme. Une langue affamée. Il attrape la viande de la patte de Théo et l'avale d'un seul coup. La grenouille vert clair essaie de l'avertir, disant que son seigneur ne devrait pas manger une chose aussi suspecte, mais il est trop tard. Le seigneur Garion le mange et soudain son corps se met à trembler. Il se prend le ventre et s'effondre dans la boue, respirant bruyamment. Puis, quelque chose d'incroyable se produit. Son corps tout entier se met à briller. Il brille si fort que Théo et les trois grenouilles le fixent, choqués, sans pouvoir cligner des yeux. Après un instant, le seigneur Garion se transforme en une mignonne grenouille potelée et colorée. C'était sa véritable forme. À cause du poison, il était devenu ce monstre dégoûtant et enflé. Mais maintenant, il a l'air léger, en bonne santé et presque adorable. Le seigneur Garion est fou de joie, disant que la viande était si délicieuse que son corps se sent incroyablement léger et que peut-être tout le poison en lui a été éliminé. Il regarde Théo et demande avec enthousiasme, « Qu'est-ce que c'est que ce plat ? J'ai l'impression que les toxines dans mon corps ont complètement disparu. » Théo affiche un sourire narquois et malicieux. Il dit que si le seigneur Garion veut en savoir plus sur ce plat, il devrait serrer la main de Théo. Le subordonné de Théo lui dira tout, et bon sang. Théo est vraiment en train d'apprendre toutes les techniques maléfiques de Séogin pour faire des autres ses subordonnés. Moment de fierté, moment dangereux, moment magnifique. La scène passe ensuite à un autre champ de bataille. On voit l'homme lézard tuer les criquets violets un par un, mais chaque fois qu'il en tue un épais brouillard de poison jaillit. Le poison se répand partout et tous les combattants commencent à être de nouveau empoisonnés. La situation est terrible. Peu importe combien ils en tuent, ça ne s'arrête pas. C'est la zone terrestre du 67e étage, le même endroit où les vilains cochons sont venus dans le premier épisode. Le subordonné des cochons de El Avaris a volé de la nourriture ici, a élevé des criquets et les a transformés en criquets violets. Maintenant, ces combattants sont dans un état terrible, épuisés et désespérés car l'essaim semble infini. Juste au moment où le roi lézard sent que leur travail est sur le point de se terminer, une très longue langue jaillit soudainement par derrière. Des centaines et des centaines de criquets sont attrapés en plein vol et sont dévorés d'une seule bouchée. La créature derrière dit calmement que c'était très savoureux. Et finalement, tout le monde réalise que la créature n'est autre que le seigneur Garion. En voyant le seigneur Garion manger des criquets, tous les autres combattants sont choqués, mais Garion ne s'arrête pas. Il fait tourner sa langue comme un hélicoptère de plus en plus vite et dévore des milliers et des milliers de criquets en une seule bouchée. Il les mange comme des encas, savourant le festin comme s'il était à un buffet. Le roi des lézards est abasourdi. Des dizaines de milliers de criquets disparaissent en quelques secondes. Il ne comprend pas ce qui se passe, bordel. Est-ce que le seigneur Garion ne ressent pas le poison ou se sacrifie-t-il pour tout le monde?
Le seigneur Garion met sa main sur sa poitrine et déclare fièrement que son corps est devenu résistant au poison grâce à un être exceptionnel. Il dit qu'il va régler lui-même le problème des criquets. Ensuite, on voit Théo assis fièrement sur la tête du seigneur Garion, tel un roi. Le seigneur Garion présente Théo à voix haute et annonce que Théo est son nouveau maître. Théo montre son contrat pour le prouver, déclarant qu'il s'appelle Théo, un chat doré, et qu'ils ont signé un contrat. Alors maintenant, Théo est le maître du seigneur Garion. Ensemble, ils tueront tous les criquets. La grenouille verte et la grenouille violette sont encore confuses. Ils n'apprécient pas que leur seigneur ait fait d'un faible chat doré son maître, mais ils comprennent aussi que grâce à ce chat doré, leur seigneur qui était sur le point de mourir empoisonné est de nouveau en vie, alors ils ne peuvent pas se plaindre. Théo leur ordonne d'aller se battre et le seigneur Garion continue de manger les criquets avec sa langue puissante, nettoyant les seins comme une catastrophe naturelle. Pendant ce temps, la scène retourne à l'intérieur de la mystérieuse maison sécurisée. Séogin et les autres se réveillent en s'étirant et en bâillant, se sentant reposés, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose immédiatement. Théo n'est pas là. Séogin regarde vivement autour de lui, son expression devenant sérieuse. Où est passé Théo? Le cœur de Séogin s'arrête un instant quand il réalise que Théo n'est pas dans la pièce. Il regarde encore et encore, mais Théo n'est nulle part. Maintenant, Séogin est vraiment inquiet. Les autres le remarquent aussi et le confort somnol d'avant disparaît instantanément. Tout le monde se prépare comme si c'était la guerre. Séogin sort sa dague. Le lapin guerrier noir serre fermement son marteau. Bébé ours lève sa massue, déjà prêt à écraser tout ce qui bouge. Ils ne sont plus seulement une équipe. C'est une famille et ils s'apprêtent à retrouver leurs potes. La princesse au ruban rouge a l'air confuse, ses sourcils se fronçant tandis qu'elle se demande comment Théo a pu sortir tout seul au milieu de la nuit. Yona est la plus inquiète d'entre eux. Elle dit que la zone extérieure doit encore être infestée de criquets et qu'ils peuvent blesser Théo à tout moment. La pensée que Théo puisse être blessé lui serre la poitrine et cette peur rend Séogin encore plus déterminé. Il sait qu'il doit trouver Théo rapidement car si quelque chose tourne mal, ça tournera mal très vite. Pendant que tout le monde se prépare, le lapin guerrier noir s'avance et bombe le torse fièrement, tel un chevalier de légende. Il regarde la princesse au ruban rouge et jure que quoi qu'il arrive, il la protégera à tout prix. La princesse au ruban rouge cligne des yeux de surprise, puis rougit légèrement et lui dit qu'elle croit en lui, l'appelant Messire Chevalier. À l'instant où ces mots sont prononcés, le lapin guerrier noir devient tout rouge, complètement troublé, ses oreilles frétillant comme si elles allaient exploser de bonheur. Séogin dit à tout le monde de se concentrer et de se préparer, puis il tend la main vers la porte dimensionnelle. Au moment où la porte s'ouvre, tout le monde se précipite dehors, armes prêtes, regard perçant, posture ferme, comme une vraie famille prête à combattre même les dieux s'il le faut pour ramener un des leurs. Mais à la seconde où ils mettent un pied dehors, ils se figent. Il n'y a rien. Les environs sont complètement vides. Pas de criquets, pas d'ennemis, pas de mouvement. Seule la porte dimensionnelle se dresse derrière eux comme un mur silencieux et la zone marécageuse devant est calme. Séogin réalise immédiatement que la zone qu'ils ont nettoyée plus tôt est toujours sûre. Mais juste au moment où il se détend un peu, les oreilles du lapin guerrier noir frétillent vivement. Il lève la main et dit à tout le monde d'attendre. Il écoute attentivement, se concentrant sur le son, et il sent quelque chose de massif approcher de leur position. Le corps de Séogin se tend instantanément. La princesse au ruban rouge suppose que c'est peut-être une nouvelle espèce de criquet, mais Yona secoue la tête en disant que ça ne devrait pas être possible. Pourtant, même elle raffermit sa posture car ce qui arrive est énorme. Séogin resserre sa prise sur sa dague et dit à tout le monde de se préparer, et ce qui se passe ensuite le choque au plus profond de son être. Une grenouille géante bondit soudainement juste au-dessus de leur tête, projetant une ombre énorme sur tout le monde. Tout le monde crie, la bouche grande ouverte, en pensant, c'est qui ce type, bordel? Et puis, tel un atterrissage des Iron Man, boum, l'énorme grenouille s'écrase devant eux, l'impact éclaboussant de Léo boueuse partout. L'onde de choc est si puissante qu'elle projette le lapin guerrier noir en arrière et Séogin et les autres parviennent à peine à tenir bon. Les joues de Séogin se gonflent comme un ballon sous le souffle du vent, ses cheveux s'envolant presque en arrière sous la force pure. Alors que Léo se calme, il remarque quelque chose qui s'accroche désespérément à la grenouille, une petite silhouette. C'est Théo, leur pote, qui tient à peine. Théo regarde ses compagnons avec un sourire suffisant, complètement fier de lui, et les taquine comme si de rien n'était, leur demandant s'ils étaient tous inquiets et l'attendaient, miaou. Yona expire enfin de soulagement, ses épaules s'affaissant au moment où elle voit que Théo est en sécurité. Séogin est toujours là, bouche bée, plus que confus, se demandant ce que diable Théo a bien pu faire dehors. Séogin demande immédiatement à Théo s'il va bien. Théo répond fièrement qu'il va parfaitement bien, puis lâche une bombe comme si de rien n'était. Il dit qu'il s'est même fait un nouveau subordonné, puis il désigne l'énorme grenouille comme s'il venait d'adopter une montagne. C'est mon subordonné, miaou. Séogin cligne des yeux, en train d'assimiler l'information, pensant, quoi? Théo explique que grâce au seigneur Garion, ils ont éliminé beaucoup de criquets violets. Et à ce moment précis, le roi géant des grenouilles joyaux remarque quelque chose sur la main de Séogin, un blason sans équivoque, la marque du dragon noir. Non seulement ça, mais le seigneur Garion peut aussi sentir une faible aura menaçante.
Il devient certain que Séogin est un grand dragon noir dissimulant sa véritable forme. Sans hésitation, le seigneur Garion et même les minuscules grenouilles joyaux derrière lui s'inclinent immédiatement devant Séogin. Le seigneur Garion parle respectueusement et explique avec un sourire qu'ils ont pu vaincre les criquets grâce au plat que Séogin a cuisiné. Ce plat les a énormément aidés, surtout lui, car il a guéri le poison qui était sur le point de le tuer. Séogin, toujours abasourdi, demande si ces grenouilles sont différentes de celles qui l'ont tué au 75e étage. Yona explique rapidement que ce sont des grenouilles joyaux et qu'elles sont en fait les cibles mêmes que l'équipe était censée protéger pour cette mission. Le seigneur Garion n'est autre que le roi des grenouilles joyaux et en ce moment, Théo est assis mignonnement sur sa main, comme un petit prince sur un trône. Yona a du mal à le croire. Elle fixe Théo avec admiration, le cœur battant, et dans son esprit, elle rougit légèrement en pensant que son futur mari est incroyablement génial. Théo, cependant, ne se soucie pas de tout ça. Ses priorités sont claires. Il se tourne immédiatement vers Séogin et lui demande s'il a fait du bon travail. Séogin est encore nerveux, mais il est aussi extrêmement curieux de savoir comment Théo a réussi ce coup. Théo n'a aucune intention de s'expliquer pour le moment. Au lieu de ça, il saute à terre, s'accroche fermement à la jambe de Séogin avec des yeux pétillants et se met à réclamer des friandises comme si sa vie en dépendait. Friandises. Friandises. Parce qu'il a fait du si bon travail, il le mérite. Et honnêtement, c'est exactement comme ça que se comportent les charros. C'est universel. Séogin soupire, à la fois amusé et soulagé, et presse Théo de rentrer. Séogin ouvre à nouveau la porte dimensionnelle et dit à tout le monde qu'ils parleront à l'intérieur. Il promet à Théo qu'il lui donnera des friandises à l'intérieur. Théo se met immédiatement à sourire comme s'il avait déjà goûté la récompense, mais alors que Séogin se retourne, il remarque que le seigneur Garion hésite. L'entrée est petite et Garion est immense. Séogin s'excuse et explique qu'il adorerait l'inviter à l'intérieur, mais que l'entrée est tout simplement trop petite. Le seigneur Garion sourit calmement et dit, si c'est ça le problème, il n'y a pas de souci. Et soudain, le joyau multicolore sur sa tête se met à briller intensément. La lumière devient si intense que tout le monde doit fermer les yeux. Alors que la lueur s'intensifie, quelque chose d'incroyable se produit. Le corps massif du seigneur Garion commence à rétrécir lentement mais sûrement jusqu'à ce que la lumière s'estompe enfin. Quand tout le monde rouvre les yeux, le roi des grenouilles joyaux, autrefois gigantesque, s'est transformé en une mignonne grenouille potelée, encore plus petite que les autres grenouilles joyaux. Séogin regarde avec étonnement et se demande à voix haute si le seigneur Garion est comme bébé ours, quelqu'un qui peut rétrécir et grandir à volonté. Le seigneur Garion rit légèrement et dit à Séogin que ce n'est rien de spécial. Et à ce moment-là, Yona se précipite immédiatement, sa curiosité débordante, examinant la grenouille nouvellement transformée comme un scientifique qui vient de trouver une créature légendaire. Séogin sourit chaleureusement et dit à tout le monde que puisqu'ils sont tous là maintenant, ils devraient entrer, bien se reposer et manger ensemble car ce soir, ils n'ont pas seulement retrouvé Théo, ils ont gagné un roi tout entier. La scène bascule de nouveau dans l'espace dimensionnel confortable. La chaleur du feu de camp remplit la pièce, sa douce lueur dansant sur les visages de chacun, mais la paix ne dure pas longtemps. Yona crie sur Théo comme une petite amie inquiète, lui demandant s'il comprend à quel point elle était inquiète quand il a disparu au milieu de la nuit. Théo, cependant, reste complètement détendu, agissant comme si de rien n'était. Il sait que quelque chose de grave a failli se produire, mais son instinct lui hurle de ne pas le dire à Yona. Pour une raison quelconque, il le sent déjà au plus profond de lui. S'il le dit à voix haute, sa vie deviendra 10 fois plus difficile. Alors Théo se tait, hochant la tête innocemment comme le chat orange le plus inoffensif du monde. La narration se tourne vers Séojun et nous voyons que toute la cheminée a été achevée et à nouveau améliorée. Elle a l'air plus solide, plus robuste et bien plus utile maintenant, parfaite pour cuisiner de plus grands repas à l'intérieur de la maison sécurisée. Théo et les autres se rassemblent autour du feu, bavant de manière incontrôlable alors qu'un délicieux ragoût mijote dans une marmite géante en argile. Le plat s'appelle le ragoût de pommes de terre du chef Violet. Il est fait de viande de criquet violet finement tranchée, d'oignons verts détoxifiants et de pommes de terre de force, le tout bouilli ensemble pendant longtemps pour que les saveurs se mélangent et que les effets se renforcent mutuellement. Le système explique clairement les effets. Après l'avoir mangé, la force augmente de 10,5 pendant 30 minutes. L'utilisateur se sentira rassasié pendant 4 heures et gagnera une résistance au poison de bas niveau. L'odeur est si riche et réconfortante que tout le monde fait pratiquement la queue comme des enfants affamés attendant le déjeuner à l'école. Séojin dit à tout le monde de faire la queue et de prendre leur portion pour qu'ils puissent manger à leur faim. Quand le lapin guerrier noir mange son bol, tout son corps se détend instantanément. Il se sent complètement satisfait, corps et âme, comme si le ragoût avait guéri non seulement son estomac mais aussi son cœur solitaire. Yona mange en silence, mais même elle ne peut cacher à quel point c'est bon. Les grenouilles joyaux apprécient également le repas, regardant avec étonnement à quel point c'est délicieux, en particulier les oignons verts détoxifiants et la tendre viande de criquet violet. L'une des grenouilles joyaux pense même que c'est un miracle. Normalement, le simple fait de toucher la peau d'un criquet rouge ferait fondre la peau d'une grenouille tant elle est toxique. Mais grâce aux oignons verts, l'effet de détoxification est incroyable. Le mignon roi des grenouilles joyaux a l'air extrêmement satisfait,
hochant fièrement la tête et disant que c'est exactement ce qu'on peut attendre du grand dragon noir. Grâce à cette nourriture, ils peuvent enfin combattre les criquets correctement sans craindre que le poison ne les tue en premier. Séojin encourage tout le monde à bien manger et à reprendre des forces pour pouvoir finir d'exterminer les criquets violets. Mais pour les grenouilles joyaux, le sentiment est doux amer. Ils doivent éliminer les insectes, mais savoir qu'ils ne pourront plus manger ce plat délicieux par la suite, cette pensée est déchirante. Séojun sourit en les regardant manger, puis dit qu'il y a quelque chose qu'il ne leur a pas encore dit. Tout le monde s'arrête, curieux. Séojin fait signe à tout le monde de le suivre, disant qu'il veut leur montrer quelque chose. Ils suivent Séojin à travers l'espace confortable jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une porte en bois. Même Théo devient curieux, car la dernière fois qu'il a remarqué cette porte, il était trop occupé à manger et à réclamer des friandises pour y prêter attention. Séojin ouvre lentement la porte et un vent absolument glacial en jaillit, comme une gifle de l'hiver lui-même. Tout le monde sursaute. À l'intérieur, des centaines de criquets sont congelés, debout comme des statues parfaitement conservées. Bébé ours regarde une demi-seconde puis se met à éternuer sans arrêt car il ne supporte pas du tout le froid. On dirait qu'il est sur le point d'éternuer son âme hors de son corps. Séojin explique qu'il a demandé à Yona de créer cet espace spécial. À l'origine, Yona a congelé les criquets comme échantillon de recherche pour l'association des mages et selon elle, Séojin peut tout à fait en utiliser certains comme ingrédients de cuisine. La grenouille joyau violette demande curieusement si congeler les criquets les rendra meilleurs au goût. Mais alors que la température baisse encore, le roi des grenouilles joyaux s'endort de plus en plus à chaque seconde qui passe. Même Théo commence à frissonner, ses oreilles tressautent, sa queue se hérisse légèrement. Séojin réalise rapidement quelque chose. Ces monstres ne comprennent pas du tout la conservation par le froid. Ils n'ont jamais vécu dans un monde où la nourriture peut être conservée de cette manière. Séojin explique que garder les choses au froid les empêche de pourrir, ce qui signifie qu'ils peuvent conserver la nourriture longtemps et manger quand ils le veulent. Au moment où Séojin fait l'éloge des Yona pour cela, Yona rougit et devient timide, expliquant que mettre en place un cercle de magie de congélation semi-permanent sur un si grand espace est en fait de la magie de très haut niveau, mais qu'elle a quand même réussi à le faire. Tout le monde est à nouveau surpris en réalisant à quel point Yona est vraiment capable. Bébé ours commence immédiatement à grimper sur les glaçons géants comme s'il s'agissait d'un terrain de jeu, tandis que la princesse ruban rouge se demande s'il devrait aussi congeler les oignons verts détoxifiants pour ne pas les gaspiller. Séojin lui dit que ce n'est pas la peine pour les oignons verts car il peut simplement en cultiver davantage. Les grenouilles joyaux clignent des yeux, confuses, et demandent ce qu'est l'agriculture. Séojin commence à expliquer, mais à mi-chemin, il remarque que tout le monde éternue et tousse parce qu'il fait beaucoup trop froid. À ce moment-là, le roi des grenouilles joyaux s'est déjà endormi, entrant en hibernation sur le champ. Pendant ce temps, Yona et la grenouille joyau verte vont parfaitement bien, se tenant confortablement comme si le froid n'existait même pas. Séojun observe cette scène et soudain une excellente idée germe dans son esprit, puis la scène bascule vers la tour de l'administrateur. Eline est là, feuilletant plusieurs livres en même temps. Elle lit intensément, de manière obsessionnelle, ses yeux brûlants de détermination. Elle cherche une compétence, quelque chose qui rendra Séojun plus fort, quelque chose qui s'assurera qu'il ne mourra pas facilement aux étages supérieurs. Car si Séojun meurt, Eline a l'impression qu'elle ne pourra plus vivre sa vie. Elle continue de lire livre après livre, de plus en plus vite, jusqu'à ce que soudain, ses yeux s'illuminent. Elle a trouvé quelque chose. Le livre lui-même est magique, ses lettres brillent intensément. Un hologramme en forme de corps apparaît au-dessus des pages, brillant comme une sorte de compétence mythique. Eline serre le livre bleu contre elle, soulagée, le cœur battant. Elle murmure doucement, presque comme une prière, disant à Séojin qu'il doit revenir sain et sauf à tout prix car elle veut lui donner cette compétence. Mon cher Séojin, alors que la scène change, nous retournons auprès des hommes lézards, des gardes de la tribu des loups et des autres combattants. Tout le monde est soulagé car l'évacuation des blessés est enfin terminée. L'air semble plus léger maintenant. Ils ne sentent plus aucune présence de criquets dans la zone et pour la première fois depuis longtemps, les hommes lézards peuvent respirer correctement. Certains d'entre eux commencent même à penser que le combat est enfin terminé, mais Tamaral s'avance alors, l'expression sérieuse, et arrête tout le monde sur le champ. Il leur dit qu'il est bien trop tôt pour célébrer. La guerre n'est pas encore finie. Il leur rappelle que le gérant Théo et le seigneur Géron, qui ont joué des rôles majeurs dans la bataille, se sont dirigés les premiers vers le marais. Ils pourraient encore être en train de se battre en ce moment même, pendant que tout le monde ici se détend. Cette pensée fait honte à Tam. Le roi lézard et ses hommes lézards leur doivent la vie, ils ne peuvent donc pas rester là à ne rien faire. Tamaro crie, remontant le moral de tout le monde et leur ordonnant de se rassembler immédiatement. Ils déclarent qu'ils entreront dans la forêt et marcheront vers le marais pour aider Théo et le seigneur Géron. Mais quand l'armée atteint enfin le marais, elle est confrontée à un spectacle complètement inattendu. Au lieu d'un champ de bataille, ils voient des personnes et des monstres inconnus planter calmement des oignons verts détoxifiants et des oignons verts à lame dans le sol, comme si c'était une paisible journée d'agriculture. Séojun et Théo les supervisent, guidant tout le monde sur la manière de planter correctement les cultures. Les hommes lézards arrivent dans une confusion totale, se demandant ce qui diable se passe ici. Yona remarque le commandant des hommes lézards et semble sincèrement heureuse de les voir,
disant qu'ils sont arrivés juste à temps. Tamaro est choqué, surtout parce que Yona, la chef de l'association des mages de la tour, est littéralement en train de cultiver. Il la regarde fixement comme si son cerveau avait grillé. Quest ce que c'est? Pourquoi la mage la plus puissante se comporte-t-elle comme une tantine de village en train de planter des oignons? Yona sourit légèrement et explique qu'ils mettent un terme à la bataille contre les criquets une bonne fois pour toutes. Elle dit que tout cela est grâce à l'idée du grand dragon noir. Puis elle désigne Seojun du doigt. Seojun se tient derrière eux, jouant avec bébé ours pendant que ce dernier plante joyeusement des oignons verts à l'âme comme s'il vivait sa meilleure vie. Les hommes lézards réalisent soudainement la vérité. Le garçon qui se tient là est le représentant du dragon noir. À ce moment, les yeux de Seojun brillent faiblement d'une aura verte, comme s'il avait éveillé un nouveau pouvoir. Il indique des zones spécifiques du marais qui brillent en vert selon des motifs circulaires, ordonnant aux grenouilles joyaux de ne planter les oignons verts que dans ces endroits. Théo a l'air complètement perplexe et demande pourquoi ils se donnent tout ce mal à diviser les oignons verts et à ne les planter qu'à des endroits spécifiques. Il dit qu'il pourrait simplement les planter en ligne droite pour gagner du temps. Mais Seojun explique calmement que les oignons verts ont besoin d'un sol bien drainé. Ils ne pousseront pas correctement si le sol est trop humide. Et grâce à sa compétence de semeur de graines, qui a maintenant atteint le niveau 5, Seojun peut clairement voir quel sol convient à quelle culture. Dans cette situation, la compétence devient bien plus utile qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avec ça, Seojun peut atteindre un taux de réussite de près de 100% en plantant n'importe quelle plante. Bientôt, même l'armée des hommes lézards se met à aider les grenouilles joyaux à planter les oignons verts et le marais se transforme lentement en une zone agricole prête pour le combat. Alors qu'il cultive à toute vitesse, Seojun pense qu'une fois cela terminé, le 67e étage pourra gérer les criquets par lui-même dès le début. Son but était d'empêcher l'extinction des grenouilles joyaux dans le marais de Navia. À ce moment précis, une notification du système apparaît et en même temps, le lapin guerrier noir sent soudainement quelque chose d'inhabituel. La princesse au ruban rouge demande ce qui ne va pas et le lapin guerrier noir annonce que les criquets violets arrivent. Pas seulement quelques-uns, une vague massive. Un autre SM se dirige droit sur eux à une vitesse incroyable et tout le monde doit se préparer immédiatement. Le lapin guerrier noir prépare son fidèle marteau. Un SM géant de criquets violets apparaît au-dessus de leur tête comme une tempête noir-violet. Les grenouilles paniquent un instant, mais dès qu'elles voient Seojun et les autres se tenir avec assurance, elles se calment. Théo sourit narquoisement et dit qu'il va leur mettre la pâtée et ensuite manger cette délicieuse viande. Bébé ours empoigne sa massue et s'excite aussi, prêt à écraser des insectes comme si c'était un sport. Seojun annonce immédiatement que tout le monde doit mâcher les oignons verts détoxifiants et utiliser leurs oignons verts à lame comme arme pour trancher les criquets en deux. Bébé ours et les autres commencent à mâcher et Théo grogne d'agacement, disant que peu importe combien de fois il voit ces criquets violets, ils sont toujours dégoûtants et sales, mais aussi savoureux après cuisson. Miam. Le combat commence. On voit les grenouilles joyaux, bébé ours et les hommes lézards se préparer au combat en consommant des oignons verts détoxifiants, ce qui leur confère une immunité au poison pendant 1 heure. Seojun déclare que leur seule mission est de protéger le marais de Navia. Il sort sa dague et sa hache, prêt à combattre aux côtés de ses fidèles compagnons. Yona continue de lancer des attaques de foudre sans arrêt, transformant avec facilité les criquets violets en pétards explosifs. Bébé ours balance son énorme bûche de bois, écrasant les criquets rouges en plein vol. Le lapin guerrier noir et les hommes lézards se battent férocement avec des épées et des marteaux, déterminés à détruire autant de criquets violets que possible. Au centre de tout cela se trouve Seojun, maniant ses 2 armes, se frayant un chemin à travers les seins, brisant leur formation avec une précision implacable. Puis Théo libère le roi des grenouilles joyaux de ses bras. Seigneur Géron bondit en avant et le joyau sur son dos commence à briller de 1000 feux. En quelques secondes, il retrouve sa taille massive d'origine, son estomac se gonflant alors que la faim le submerge. Il fixe les criquets violets comme s'ils n'étaient que des encas, la bave aux lèvres, et avec un rire menaçant, il se prépare à les dévorer. Même les criquets ont l'air effrayés en voyant son sourire, et honnêtement, la narration a un peu pitié d'eux. Seigneur Géron se met à nouveau à faire tournoyer sa langue comme un hélicoptère, attrapant instantanément plusieurs criquets d'un seul coup. Il les mange par milliers sans hésiter, les avalant les uns après les autres comme s'ils nettoyaient le ciel. Ceux qui n'ont jamais vu ça auparavant, y compris Seojun et la princesse au ruban rouge, sont complètement choqués. Ils n'en reviennent pas et veulent qu'il continue. Pendant ce temps, les autres grenouilles joyaux se joignent aussi à la fête. Même si elles sont petites, elles commencent aussi à manger les criquets car ils ne sont plus du tout venimeux. Tamaro tranche les criquets violets, les coupant nettement en deux, jusqu'à ce qu'il remarque soudainement quelque chose de choquant. Les criquets violets changent de couleur, passant du violet au rouge. Les yeux de Tamaro s'écarquillent alors qu'il réalise que les criquets dégénèrent, reprenant lentement leur forme originale de criquets rouges. Un soulagement l'envahit, l'espoir jaillissant dans sa poitrine. Cela signifie que les criquets ne sont plus aussi venimeux et dangereux qu'avant. Une notification du système apparaît, rendant tout le monde heureux, y compris Seojun. Seojun la lit à voix haute, annonçant qu'à mesure que la population de criquets diminue, les criquets violets redeviennent des criquets rouges. Seojun sourit et encourage toutes les mignonnes créatures, grandes et petites, à continuer de les repousser. Tout le monde crie à l'unisson alors qu'il lance une autre vague d'attaque et finalement les seins commencent à s'effondrer.
Alors que la scène change, on voit Théo pousser un soupir de soulagement. Tous les autres ont également terminé leur part du combat. Théo est heureux qu'il ait gagné sans que personne ne soit blessé, réalisant que c'est le vrai pouvoir des onons verts à l'âme et des onons verts détoxifiants. Même le seigneur Géron rôde bruyamment après son festin, clairement satisfait. Un des soldats hommes lézards s'approche de Séogin et l'appelle respectueusement le grand dragon noir. 2 grenouilles joyaux suivent peu après, s'inclinant profondément et le remerciant de les avoir sauvés. Les grenouilles joyaux promettent qu'à partir de maintenant, elles cultiveront elles-mêmes les onons verts à l'âme et les onons verts détoxifiants. Elles jurent d'exterminer les criquets restants et de protéger le marais de Navia par leurs propres moyens. À ce moment, une notification du système informe Séogin qu'il a enfin terminé la quête de gestionnaire de niveau intermédiaire après presque une année complète. En récompense, il obtient 3 millions de points d'expérience et 50 000 pièces de la tour. Séojun a du mal à y croire. Il a l'impression d'avoir accompli quelque chose d'incroyable. À ce moment-là, Tamaro s'avance à nouveau et appelle aussi Séojun le grand dragon noir. Tamaro avoue honnêtement qu'il était en grande partie responsable de toute cette situation. Séojin reçoit un point de statistique supplémentaire et se demande ce que Tamaro veut dire, puis un flashback révèle la vérité. Les hommes lézards ont fait confiance à Tarek le cochon, qui était en fait le cerveau derrière l'alimentation des criquets même après qu'il ait été maîtrisé. Ce salaud a nourri les criquets avec les réserves de nourriture du 67e étage, augmentant leur population jusqu'à ce que cela devienne un désastre. Tamaro avait reçu des récompenses continues de sa part et n'a jamais soupçonné que quelque chose n'allait pas. Maintenant, Tamaro sort une boîte de récompenses et l'ouvre, montrant à Séojin l'objet qu'il a reçu du cochon, une grosse pièce d'or de la tour. L'échanger donnerait à Séojun 50 000 pièces de la tour, assez pour qu'un village entier survive un mois. Tamaro l'offre, voulant la sacrifier au grand dragon noir, mais Séojun refuse poliment. Séojun lui dit que ce n'est pas grave et demande plutôt aux hommes lézards d'utiliser cette récompense pour restaurer le 67e étage après toutes les destructions causées par la bataille. À cet instant, une aura bleue entoure soudainement tout le monde. La notification du système annonce qu'ils retourneront au 99e étage dans 30 secondes. En entendant cela, Tamaro est profondément ému. Les grenouilles joyaux sont choquées par la générosité du légendaire dragon noir et dans leur cœur, les monstres de cet étage jurent de suivre Séojin pour toujours. Bientôt, l'aura bleue enveloppe complètement tout le monde et ils sont projetés vers le ciel, se téléportant au 99e étage de la tour. Enfin, après si longtemps, ils revoient le 99e étage. Même Séojin est ému en réalisant combien de temps s'est écoulé. L'air frais est incroyable après tout ce qu'ils l'ont traversé. L'odeur de l'herbe, des cultures et de la vie est si agréable que ça en paraît presque irréel. Soudain, le loup noir, la louve blanche, toute la famille de lapins et les mignons petits lapros se précipitent en avant. Ils sont fous de joie que leur maître Séojun soit enfin revenu sain et sauf. Ils sautent autour de lui, pleurant et couinant de bonheur. Séojun s'agenouille immédiatement, prenant des nouvelles de tout le monde et s'émerveillant de voir à quel point les bébés lapins ont grandi. Il les caresse affectueusement et admet à quel point ils lui ont manqué. Mais Théo jette alors un coup d'œil derrière lui et remarque quelque chose d'étrange. Se faufilant discrètement au 99e étage, ce n'est autre que le seigneur Géron, le roi des grenouilles joyaux. Théo est choqué que Géron les ait suivis jusqu'ici, mais Géron dit simplement que Théo est maintenant son maître. Bien sûr, il suivra et protégera son maître toute sa vie. Théo a l'air confus, ne sachant pas s'il doit être fier ou effrayé. Pendant ce temps, Séojin se tourne vers la maman et le papa lapin tout en tenant les bébés lapins duveteux et demande des nouvelles de Baba, se demandant comment il va et s'il s'est bien adapté. Comme ça fait si longtemps qu'ils ne l'ont pas vu, la maman lapin désigne la maison qu'ils ont construite pour Séojin et à l'intérieur, plusieurs reines et abeilles ouvrières s'occupent de Baba comme s'il était de la royauté. Baba dort la tête en bas à l'ombre, paisiblement et joyeusement, exactement comme une chauve-souris devrait le faire. La mère lapin explique que Baba s'est très bien porté tout ce temps, en sécurité et à l'aise grâce aux soins de tout le monde. L'expression de Séojun s'adoucit, un instant, tout le stress de la tour s'estompe. Voir Baba en sécurité lui donne l'impression d'être vraiment rentré chez lui. Séojun regarde alors autour de lui et remarque quelque chose d'autre qui le surprend encore plus. Les champs sont magnifiques. La ferme n'a pas du tout changé. En fait, elle est encore plus belle qu'avant. Les nouvelles cultures ont maintenant atteint leur pleine maturité, les tomates, les pommes de terre et de nombreux autres légumes prospèrent magnifiquement, frais et sains. Le lapin fermier explique que les habitants du village grenier étaient impatients d'aider aux travaux. Même s'ils s'étaient dispersés plus tôt pour leurs emplois de marchands ambulants, ils sont tous revenus et ont accompli une énorme quantité de travail agricole pendant l'absence de Séojin. Séojin est stupéfait. Ils ont vraiment tout géré sans lui. À ce moment-là, les lapins architectes accourent vers Séojin en l'appelant avec enthousiasme. Ils lui disent qu'ils ont préparé quelque chose pendant son absence et lui demandent s'il veut bien les suivre. Séojin les suit, curieux, et la scène se déplace vers une zone familière près de la fosse sous le 99e étage. Séojin reconnaît immédiatement l'endroit. C'est l'entrée de la grotte. Normalement, il aurait dû descendre en utilisant une échelle risquée faite de feuilles d'oignon, ce qui revenait à chercher la mort, mais maintenant quelque chose est différent. Séojun baisse les yeux et remarque une trappe sur le sol qui n'était pas là avant. Il l'ouvre et Théo jette immédiatement un coup d'œil à l'intérieur,
comme le chat orange curieux qu'il est. Dès que la trappe s'ouvre, tout le monde se rend compte que la grotte n'est plus difficile d'accès car les lapins architectes ont construit un véritable escalier qui descend profondément. Seo-jun commence à entrer et au moment où il descend, il remarque plusieurs bougies éclairant tout le chemin, tenant l'obscurité à distance. L'escalier est lisse, stable et sûr. Seo-jun ressent une vague de satisfaction et de soulagement. Désormais, ils peuvent aller et venir librement sans avoir besoin de quelqu'un en haut pour les remonter. Seo-jun comprend instantanément à quel point les lapins architectes ont dû travailler dur là-dessus et il se sent sincèrement heureux car maintenant il n'aura plus à risquer sa vie juste pour entrer ou sortir de la grotte. Et puis, Flamme appelle soudainement Seo-jun en l'appelant maître. Seo-jun se tourne vers sa voix et ce qu'il voit le fait s'arrêter. Il y a deux nouvelles créatures à côté de Flamme, deux bébés arbres fourmis souriant tous deux vivement en regardant Seo-jun comme s'il était le centre de leur univers. Avant, il n'y avait qu'un seul arbre quand Seo-jun est parti. Même bébé ours penche la tête, confus, se demandant ce qui diable se passe. Puis Seo-jun en apprend la raison. Le premier ENT nommé Posaki a produit plus de graines, ce qui signifie que l'arbre flamboyant a maintenant des compagnons. La narration essaie de commencer une blague salace mais s'arrête immédiatement parce que non. Il vaut mieux que ce soit une reproduction d'arbres magiques asexués, pas une histoire bizarre de fourmis qui s'écrasent. D'accord? Pour Seo-jun, cependant, c'est une excellente nouvelle. Plus d'en signifie que Flamme ne sera plus seule et que l'arbre flamboyant aura maintenant plus de compagnons prêts à la protéger. À ce moment-là, une notification système apparaît. Elle révèle que Eileen est choquée après avoir vu que Seo-jun est de retour. Seo-jun sourit naturellement et lui demande comment elle va, mais Eileen ressent à la fois soulagement et irritation en voyant son expression joyeuse, car cela la fait se sentir stupide de s'être autant inquiétée. Elle met ses sentiments de côté et dit à Seo-jun que, plus important encore, elle a quelque chose à lui donner tout de suite. Seo-jun est surpris, se demandant ce que cela pourrait être. Il pense immédiatement que c'est peut-être une autre potion empoisonnée dégoûtante. Non, merci, Burke. Mais Eileen ne le laisse même pas se plaindre. À l'intérieur de la tour de l'administrateur, Eileen ouvre le livre bleu et commence à canaliser de la magie dans l'orbe de cristal. Elle dit à Seo-jun de considérer cela comme une récompense pour tout son dur labeur. Alors que le sort s'active, Seo-jun est enveloppé d'une aura bleue de la tête aux pieds. Il serait dit alors qu'une puissante vague d'énergie traverse son corps. Quelque chose a clairement changé. C'est comme si de l'énergie jaillissait de l'intérieur de lui, remplissant chaque muscle, chaque os, chaque souffle. Eileen sourit calmement et lui dit de s'en réjouir car elle a enfin trouvé la meilleure compétence qui lui convient. C'est la compétence du corps incassable accordée au manager de niveau intermédiaire Seo-jun, une compétence passive. Et c'est seulement à ce moment-là que Seo-jun réalise ce que cela signifie. Avec un corps incassable, le corps physique de Seo-jun ne peut plus jamais être brisé, ce qui signifie qu'il ne peut plus mourir à cause de son corps. Les yeux de Seo-jun s'écarquillent, sa bouche s'ouvre lentement alors que la prise de conscience le frappe comme un marteau. Suis-je immortel maintenant? La pensée le choque si profondément qu'il reste là, figé, se demandant avec incrédulité s'il est enfin devenu vraiment invincible. Alors que Seo-jun regardait l'énergie bleue s'estomper de son corps, il fronça les sourcils, confus. Il a attendu et attendu, mais il ne sentait absolument aucune différence. Il avait l'impression que rien n'avait changé. Son corps était toujours le même. Sa respiration était toujours normale et il se demandait même si la compétence avait échoué. Seo-jun marmonna qu'il ne se sentait pas plus fort. Il ne se sentait pas plus résistant. Il se sentait juste comme d'habitude. Et au moment où ces mots quittent sa bouche, les yeux de bébé ours brillent comme ceux d'un scientifique qui vient de trouver un sujet de test vivant. Avant que Seo-jun puisse l'arrêter, bébé ours saisit sa fidèle arme en bois et l'abat avec une force démentielle directement sur la tête de Seo-jun. Boum! De la fumée s'élève de la tête de Seo-jun à cause de l'impact et tout le monde se fiche de choc. Seo-jun ressent de la douleur, une vraie douleur, et pendant une seconde, son cerveau se vide. Normalement, sa tête se serait transformée en purée de pommes de terre, mais cette fois, sa tête reste intacte. Il ne se fissure pas, il ne se brise pas, il recule simplement en titubant, étourdi, le regard fixe comme s'il voyait le paradis et l'enfer en même temps. Le visage de bébé ours s'illumine. Quand bébé ours réalise que son père n'a pas été blessé et que sa tête n'est pas tombée, il est fou de joie et crie que son père est enfin devenu fort. Les yeux de Théo s'écarquillent aussi, car même Théo ne peut le nier. Seo-jun ne cesse pas briser même après avoir encaissé un coup à pleine puissance d'un ours. Flamme, debout juste à côté de Seo-jun, a l'air inquiète pour son maître et tout le monde remarque qu'elle a un peu grandi depuis, se tenant plus droite avec une présence plus forte, comme si elle le protégeait silencieusement. Mais Seo-jun se met à pleurer, pas des larmes d'émotion, des larmes de douleur. Il se prend la tête et crie qu'il peut toujours sentir la douleur et que ça fait un mal de chien. Il lance un regard noir à bébé ours et l'avertit de ne pas s'attendre à dîner ce soir pour avoir lancé une attaque surprise comme ça. Bébé ours est sur le point de pleurer aussi, s'excusant bruyamment et ressemblant au bébé ours le plus triste du monde. Seo-jun se frotte la tête, les larmes aux yeux, puis se tourne vers l'administratrice de la tour et la remercie sincèrement pour ce cadeau incroyable, même si son crâne vient de traverser sa propre guerre. Eileen ne s'arrête pas là. Elle dit à Seo-jun qu'à partir de maintenant,
Elle lui confiera les choses et qu'elle cherchera à nouveau d'autres compétences pour l'aider. Elle jure qu'elle trouvera une compétence qui empêchera Séojin de ressentir la moindre douleur, car elle ne peut pas laisser son Séojin souffrir, n'est-ce pas? Sa voix est sérieuse mais aussi étrangement émotive, comme si elle prévoyait déjà de s'en prendre au concept même de la douleur. Seo-jun se tient toujours la tête tout en essayant d'avoir l'air reconnaissant. Soudain, une notification système apparaît. Seo-jin est informé qu'une quête de métier a été déclenchée. La quête s'appelle la joie de la récolte et l'exigence est d'utiliser la compétence de récolte 100 000 fois. Seo-jin s'étouffe presque. Vraiment? 100 000? Bon sang. Seo-jin est fier mais aussi terrifié, car accomplir 100 000 récoltes n'est clairement pas une tâche facile. En gros, c'est comme lui dire de devenir agriculteur à plein temps jusqu'à ce que ses mains tombent. La scène change soudainement pour l'étage du royaume des lapins. Grid est là, fixant son vieux portrait comme une créature narcissique admirant son propre visage. Un soldat s'approche de lui et dit qu'il y a un rapport urgent. Grid donne sa permission et le messager explique que l'association des marchands ambulants a envoyé une convocation à Grid. La situation est grave car le gros cochon Tariq a été capturé après avoir échoué à enlever la princesse Lapine. Pendant l'interrogatoire, Tariq a mentionné le nom de Grid et maintenant Grid est aussi un suspect. Les yeux de Grid se remplissent d'une intention meurtrière. Il se demande comment Tariq a pu être aussi stupide. Grid l'a bien traité car Tariq était un autre ancien bourg et Grid lui a même confié une relique importante pour accomplir la tâche. Maintenant, à cause de l'erreur de Tariq, l'association des marchands ambulants, une organisation financée par Grid, a osé agir contre lui. Grid se tourne vers le messager et demande s'il existe des preuves concrètes le liant à Tariq. Le messager répond qu'il y a en effet des indices. Yona, chef de l'association de magie, et le bureau d'inspection dirigé par l'inspecteur Fox ont mené une opération conjointe. Un flashback apparaît. On voit l'inspecteur Fox arrêter Tariq pour 8 chefs d'accusation, notamment enlèvement, séquestration et chantage. Les autorités ont obtenu les aveux de Tariq à l'aide d'un appareil d'enregistrement et Tariq est complètement démasqué. Il révèle que c'est lui qui a nourri les criquets rouges et qu'une fois tout dévasté et les réserves de nourriture épuisées, le 67e étage tomberait sous le contrôle du seigneur Grid. Grid lit la convocation et, de rage pure, la déchire en morceaux. Il congédie le messager en lui disant de partir et continue de fixer son portrait. Toujours incapable de croire que l'association des marchands l'a convoqué et l'a forcé à se présenter personnellement, Grid sort alors un livre noir d'une étagère, un livre qu'il n'a jamais lu. Ce livre noir est en fait la clé d'un passage secret. L'étagère s'écarte, révélant un chemin sombre. Grid descend plus profondément sous terre et ouvre une porte massive gravée d'un symbole géant d'arc doré. Au-delà de la porte se dresse une statue de dragon blanc entourée d'énormes piles d'or éparpillées dans toute la chambre. Cette vue révèle à quel point le cochon est vraiment avide. Soudain, la statue de dragon blanc se met à parler. En entendant cette voix, Grid s'incline immédiatement en signe de respect, saluant le grand dragon blanc qui parle à travers la statue. Les yeux du dragon blanc brillent d'une énergie cramoisie alors qu'il fixe Grid et l'air devient suffocant. La scène retourne à la grotte du 99e étage. Des lapins fermiers récoltent des tomates cerises, pendant que d'autres lapins et fourmis arrosent flammes et soignent les jeunes plants. Bébé ours aide à puiser de l'eau dans le lac voisin et les petits-enfants lapins le regardent comme s'il était leur grand frère héros. La princesse au ruban rouge est traitée généreusement, les lapins architectes lui présentant tout ce qu'ils ont récolté comme si elle était une invitée d'honneur. Tout le monde remarque Seo-jun compter des chiffres à voix basse, ses yeux sérieux car dans son esprit, la quête de la récolte le hante comme un fantôme. La scène change à nouveau. Seo-jun, Théo et le lapin guerrier noir tirent sur quelque chose de fermement enraciné dans le sol. Peu importe la force avec laquelle ils tirent, ça ne sort pas. Une épaisse liane rouge à plusieurs feuilles reste intacte, se dressant comme un monstre immuable. Seo-jin réalise que ce n'est pas une blague. Même Théo dit qu'il n'a jamais vu une liane de patates douces aussi énorme auparavant, ce qui signifie qu'il doit y avoir une patate douce massive enterrée sous terre. Au moment où bébé ours entend les mots patate douce massive, ses yeux pétillent de faim pure et de puissance. Une soudaine montée de force le frappe et il commence à grandir de plus en plus. Il saisit la liane à deux mains et commence à tirer de toutes ses forces. Seo-jun et Théo reculés se mettent à encourager bruyamment bébé ours, criant comme des parents encourageant leur enfant lors d'un match de sport. Bébé ours crie de toutes ses forces et le sol se fissure lentement. La patate douce commence à émerger. Seo-jin et Théo font des grimaces exagérément choquées, la bouche grande ouverte comme des personnages de dessins animés. Finalement, la patate douce entière sort, plus grosse que quiconque ne l'imaginait, et bébé ours reprend sa forme de bébé, haletant fièrement. Une notification système apparaît, informant Seo-jun qu'il s'agit d'une patate douce citrouille géante cultivée dans la tour. Elle a un goût délicieux grâce à des nutriments suffisants, mais elle a utilisé tous ces nutriments uniquement pour sa croissance. Par conséquent, elle ne fournit aucun effet lorsqu'elle est consommée et ne germera pas même si elle est plantée. C'est une culture de grade C avec une date d'expiration de 45 jours. Tout le monde grimpe sur la patate douce, incapable de croire qu'elle est réelle. Même Seo-jin est stupéfait. Une seule d'entre elles suffirait à nourrir tout le monde pendant longtemps. Bébé ours ne peut plus attendre et dit à son papa qu'il veut la manger immédiatement. Mais alors Seo-jin vérifie sa mission actuelle et voit quelque chose de douloureux.
Il n'a utilisé la compétence de récolte qu'environ 3000 fois alors qu'il en a besoin de 100 000. Séogin se demande quand il pourra bien finir ça. Pourtant, il regarde les adorables monstres heureux autour de lui et annonce qu'il devrait manger d'abord. Bébé ours a travaillé dur et même la punition de tout à l'heure est officiellement annulée. Bébé ours aura son dîner après tout. Tout le monde sourit joyeusement et l'ambiance chaleureuse revient comme une couverture douillette. Séojun sort la clé de l'espace dimensionnel et ouvre le portail dimensionnel directement dans la grotte du 99e étage. Puis il dit à Bébé ours de sortir 10 criquets violets de l'intérieur. Bébé ours court immédiatement à l'intérieur et commence à sortir les criquets comme s'il faisait ses courses. Le chef des loups regarde avec confusion tandis que les autres lapins sursautent et trouvent les criquets dégoûtants. Théo dit rapidement à tout le monde de ne pas les juger sur leur apparence, expliquant qu'ils ont en fait un goût incroyable. Les lapins regardent Théo comme s'il avait perdu la tête car à leurs yeux, il est en train de dire « Crois-moi, mon pote, le cafard a le goût du poulet ». La scène change à nouveau alors que Séogin et les autres commencent à cuisiner une fois de plus la soupe de patates douces aux criquets violets. Pendant la cuisson, Séogin goûte petit à petit, ajustant les ingrédients avec soin comme un vrai chef. La mère lapine regarde nerveusement, dérangée par l'apparence du ragoût. Elle pense que ça a l'air suspect et non comestible. Elle ne veut pas donner cet étrange ragoût rouge à ses enfants. On dirait que ça vient tout droit des terres du diable, mais elle fait confiance à Séogin à 100% car elle sait qu'il ne leur donnerait jamais rien de nocif. Séogin, de son côté, est satisfait du résultat. L'ajout de la patate douce géante a donné une douceur supplémentaire et a rendu la saveur plus riche. Il tend le premier bol au lapin artiste et lui demande de goûter, mais personne n'ose bouger. Même la mère lapine tremble. Le ragoût est d'un rouge sanglant, comme une potion faite de cauchemar. Soudain, le lapin potelé s'avance sans hésitation, saisit le bol et commence à manger sans s'arrêter. Il le finit en quelques secondes et fait à tout le monde une tête qui dit clairement qu'il est allé au paradis et a vu Dieu en personne. Séojun lui demande s'il veut un autre bol et bien sûr que oui, il en veut un autre. Les autres potes regardent ça et réalisent que ce plat n'est peut-être pas si mauvais en goût après tout. Le lapin potelé revient en courant avec enthousiasme et une fois que tout le monde voit que c'est sans danger, les autres lapins se détendent enfin. Même le lapin artiste et la mère lapine commencent à manger tandis que les bébés lapins ne peuvent que renifler l'arôme délicieux, leur petit nez frétillant. La mère lapine donne prudemment de minuscules portions au bébé. Le lapin architecte trouve le ragoût incroyablement délicieux et Séogin continue de servir des bols un par un à tous ceux qui font la queue, transformant toute la grotte en un festival culinaire confortable. Séogin offre le bol suivant à Yona, mais elle refuse. La princesse au ruban rouge refuse également, et même le lapin guerrier noir refuse. Yona explique qu'ils ont des affaires urgentes à régler. Le procès de Grid, le propriétaire du 55e étage, est sur le point de commencer. Le moment est enfin venu de le tenir responsable de ses crimes et de le punir en conséquence. Séojun est d'accord, soulagé que le lapin guerrier noir les accompagne, car au moins ils seront en sécurité. Et à ce moment précis, le seigneur Garion revient et appelle Théo. Théo demande si la grenouille a apprécié sa promenade dehors, mais Garion répond qu'il a découvert quelque chose d'inhabituel au 99e étage. Séojun devient immédiatement curieux et demande ce que c'est. Et alors que la scène se déplace à l'extérieur, à la ferme du 99e étage, Séojun et tous les autres lèvent lentement les yeux, leur visage se raidissant car quelque chose d'énorme projette une ombre sur eux, quelque chose de grand, quelque chose qui ne devrait pas être là. Et tout le monde se pose la même question, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis nous voyons que ce qui projetait cette énorme ombre sur Séojun et les autres n'était pas un monstre. Ce n'était pas un ennemi géant. Ce n'était pas non plus une créature terrifiante de la tour. C'était une autre culture géante, une plante si énorme que ses feuilles battaient dans l'air comme de véritables ventilateurs, balayant le vent comme si la nature elle-même montrait ses muscles. Séojin plisse les yeux, puis ses yeux s'écarquillent lorsqu'il réalise immédiatement ce que c'est, une carotte géante. Une carotte si massive qu'on dirait qu'elle a été cultivée par un démon qui a le jardinage pour hobby. Séojun reste là une seconde, comme si son cerveau était en train de charger, se demandant ce qu'ils sont censés faire face à une telle chose. Même bébé ours se fige, et ce n'est pas peu dire, car d'habitude, quand bébé ours voit des choses géantes, il pense à la nourriture avant de penser au danger. Séojun se met à réfléchir sérieusement, se demandant s'il devrait d'abord creuser la terre environnante pour pouvoir récolter la carotte correctement, car s'il tire trop fort, elle pourrait se casser ou pire, se détacher d'un coup et les gifler jusqu'à la semaine prochaine. Théo, cependant, dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter, car maintenant, notre garçon Théo est sur le point de briller. Il s'avance avec assurance, comme un dresseur dans un combat de monstres, et dit en gros, je te choisis. Puis il lance son monstre de poche, le seigneur Garion qui se met instantanément à briller et à grandir. Théo ordonne à Garion de se transformer en sa grande forme habituelle. Le roi des grenouilles joyaux gonfle en taille, ses muscles se bombent, son joyau brillant de fierté. Il saute vers la carotte comme s'il était prêt à lutter contre la terre elle-même. Il saisit fermement les fans de la carotte et dit à tout le monde de lui laisser faire. Puis il tire vers le haut de toutes ses forces. Le sol se met à trembler violemment. Tout le corps de Jorion se tend, les veines saillantes, les jambes tremblantes, et il utilise toute sa puissance. Pourtant, la carotte ne bouge pas d'un pouce.
Seo-jun regarde, incrédule. Même avec la force de Garion, c'est impossible. Seo-jun sent un frisson lui parcourir l'échine et se demande ce qui peut bien être enterré sous terre pour retenir cette carotte comme si elle était enchaînée à l'enfer. À ce moment-là, Seo-jun entend un bruit sourd et lourd, boum, boum, et se retourne. Au même moment, bébé ours s'excite soudainement et la raison est immédiatement révélée. Maman ours est revenue au 99e étage. Les yeux de bébé ours brillent comme des feux d'artifice et il est sur le point de courir vers elle, mais la situation devient dangereuse en une fraction de seconde. Maman ours est furieuse pour une raison quelconque et elle dévisage Garion comme si elle voulait le plier en origami. Le roi des grenouilles joyaux et la maman ours rouge se fixent du regard, tous deux irradiant une pure énergie de « je vais te détruire ». C'est comme si deux boss étaient apparus accidentellement dans la même zone. Seo-jun leur dit rapidement de ne pas se battre, mais il réalise immédiatement le problème. Comme Garion venait d'un autre étage, il a involontairement offensé les instincts territoriaux de maman ours. Théo se prend la tête entre les mains, paniqué, car Garion est techniquement le subordonné de Théo, mais Théo n'a aucune idée de comment arrêter cette confrontation sans se faire manger, piétiner ou traumatiser émotionnellement. Juste au moment où le 99e étage semble sur le point de devenir un champ de bataille de Keju, bébé ours court juste entre maman ours et le roi des grenouilles joyaux comme un petit idiot intrépide. Bébé ours dit avec enthousiasme à sa mère qu'il y a une énorme carotte enterrée dans le sol et qu'il veut la manger le plus vite possible. Il explique rapidement que le roi des grenouilles n'est pas méchant et qu'il n'a pas envahi cet étage. En fait, c'est le subordonné de Théo. Bébé ours parle avec une telle passion que c'est pratiquement un discours de paix, d'amour et de carotte. Maman ours sort enfin de sa posture agressive et regarde les fans de la carotte géante. Garion s'arrête également, sa langue se rétractant lentement, réalisant que cela ne vaut pas la peine de déclencher une guerre. Il se regarde un instant puis Seo-jun a soudainement une idée. Seo-jun dit aux deux créatures géantes qu'au lieu de se battre, elles devraient unir leurs forces et arracher la carotte ensemble. Après tout, ce sont les deux êtres les plus puissants du 99e étage. Le combat est peut-être leur instinct, mais la coopération est possible. Les deux créatures hésitent, une lueur de fierté dans leurs yeux, mais à la fin, elles acceptent uniquement pour le bien de bébé ours. Chacune d'elles saisit les fans de la carotte et elles commencent à tirer vers le haut de toute leur force. La puissance qu'elle déploie est si immense qu'elle provoque un véritable tremblement de terre. Le sol tremble, les rochers rebondissent, l'air vibre, et Seo-jun se demande à quel point cette carotte doit être massive pour provoquer de si violentes secousses. Bébé ours encourage bruyamment sa mère, lui criant de tenir bon comme si elle tirait un camion dans un concours d'hommes forts. Maman ours et Garion luttent intensément, leur corps tremblant d'effort, mais lentement, incroyablement, la carotte commence à s'élever. Tout le monde regarde, incrédule. La carotte continue de sortir et ça ne s'arrête pas. Elle ne cesse de s'élever, de plus en plus longue, comme si elle était directement reliée au centre de la tour. Finalement, juste devant Seo-jun et les autres, la carotte dorée sort complètement du sol et se met à flotter dans les airs. Maman ours s'effondre presque d'épuisement, haletant lourdement, tandis que Garion regarde, choqué, comme si son âme avait quitté son corps. Tous les autres sont figés, incapables de croire ce qu'ils voient. À ce moment, une notification du système apparaît. Elle informe Seo-jun qu'il a récolté l'autel de la carotte géante du ruban rouge. Son expérience professionnelle augmente considérablement et sa maîtrise de la récolte niveau 4 s'accroît de manière significative. De plus, il obtient 10 000 points d'expérience. Seo-jun est abasourdi. C'est quoi ce bordel, l'autel de la carotte géante du ruban rouge? En entendant le message du système, Père Lapin et les enfants lapins jaunes se précipitent, le visage blême de choc et d'excitation. Avant que Seo-jun puisse poser d'autres questions, une autre fenêtre système apparaît. Il est indiqué que Seo-jun doit offrir 100 cultures de 10 types différents à l'autel de la carotte géante du ruban rouge dans les 24 heures et organiser la fête des récoltes de l'abondance. La récompense pour avoir terminé le festival est une compétence professionnelle appelée gigantisme des cultures. Seo-jun a du mal à y croire. Il a reçu une quête spéciale liée à cette carotte flottante et doit maintenant organiser une fête des récoltes de l'abondance pour obtenir la récompense. Pendant ce temps, Garion tapote curieusement la carotte flottante, toujours confus sur ce que c'est, comme un bébé grenouille géant touchant un nouveau jouet. Père Lapin s'avance et explique tout à Seo-jun. Il dit que c'est le légendaire autel de la carotte dorée transmis dans le royaume du ruban rouge. Selon les légendes de la Tour Noire, une carotte dorée géante est un jour sortie de terre et un grand conflit a éclaté entre les lapins pour savoir qui la revendiquerait. Mais pendant le chaos, un grand lapin a appelé à la paix et a partagé sa nourriture devant la carotte dorée. Émus par sa gentillesse, les autres lapins ont suivi, partageant leur propre nourriture un par un. Bientôt, une célébration pacifique fut organisée devant la carotte dorée et ce festival fut plus tard connu sous le nom de fête des récoltes de l'abondance. Mais dans l'esprit de Seo-jun, une question persiste. Pourquoi une carotte de la légende du royaume du ruban rouge apparaîtrait-elle au 99e étage? Et la question encore plus grande, surtout dans l'esprit de bébé ours, est que la carotte n'est même pas dorée du tout. Elle est juste énorme. Seo réalise que poser des questions sans fin ne changera rien. Il décide donc de suivre les instructions du système, d'ouvrir le ruban de l'autel de la carotte et d'organiser la fête des récoltes de l'abondance.
Alors que la scène change, Seo-jun se retrouve face à un dilemme en comptant les cultures qu'il possède actuellement, carottes, tomates cerises, patates douces citrouilles, maïs, pommes de terre normales et oignons verts. Il en sort 100 de chaque et se demande si c'est assez, mais cela lui semble étrange car il est sûr d'avoir planté une plus grande variété de cultures. Le lapin fermier hoche la tête et dit que Seo-jun a raison. Puis il demande à Seo-jun de le suivre, expliquant que la ferme s'est déjà agrandie. Seo-jun le suit et voit soudainement des fraises juteuses et même des piments, des cultures qu'ils n'ont jamais mangées auparavant. Seo-jun n'arrive pas à croire qu'elles aient déjà été récoltées, car il se souvient avoir acheté leurs graines il y a longtemps, en même temps que les carottes. Bébé ours se met à baver instantanément. Il n'a jamais goûté ces cultures auparavant, mais son instinct lui dit qu'elles seront délicieuses. Seo-jun comprend enfin. Père Lapin a travaillé d'arrache-pied comme fermier métayer pendant que Seo-jun était absent au 67e étage. Grâce à ses efforts, ils ont maintenant 2 types de cultures supplémentaires à offrir. Puis le lapin fermier dit qu'il y a en fait 3 cultures supplémentaires. Seo-jun se retourne, surpris, et le lapin lui montre des cacahuètes. Cela rend Seo-jun encore plus heureux, se demandant comment elles sont déjà prêtes à être récoltées. Et c'est là que Seo-jun réalise que la raison doit être le mystérieux monument de pierre. Le lapin le confirme. Les cultures ont poussé rapidement grâce à l'influence du monument. Seo-jun réalise qu'il doit prêter plus d'attention à la ferme maintenant qu'elle s'est tant agrandie, et il remercie sincèrement tous les lapins d'avoir si bien cultivé les plantes en son absence. Alors que les lapins commencent à manger des fraises avec bébé ours qui les enfourne dans sa bouche comme un aspirateur, Seo-jun revoit leur liste de cultures. Carottes, tomates cerises, patates douces citrouilles, maïs, pommes de terre normales, oignons verts, fraises, piments et cacahuètes. Cela fait 9 types de cultures. Il manque un dernier type à Seo-jun, et il fronce légèrement les sourcils en réalisant que c'est un problème. Bébé ours mange déjà des fraises comme s'il se préparait pour la guerre, mais Seo-jun est stressé car la quête de l'hôtel exige 10 types différents. Soudain, Théo se souvient de quelque chose. Il dit à Seo-jun qu'il y a une autre culture. Seo-jun demande ce que c'est et Théo lui rappelle que lorsqu'ils sont allés au 75e étage, ils ont planté le fruit jaune obtenu après avoir vaincu la reine grenouille. Bébé ours l'appelle la corne de pin, mais Seo-jun le corrige gentiment. Ça s'appelle un ananas. Le visage de Seo-jun s'illumine. Mais il réalise alors un autre problème. Ils ont planté très peu d'ananas et ils ont été plantés récemment. Il doute que même 10 d'entre eux aient atteint leur pleine maturité. Le temps qu'ils récoltent 100 ananas pour le festival, les autres cultures commenceront à pourrir, gaspillant tout. Pour ne rien arranger, la boutique de graines n'a pas encore ouvert, donc Seo-jun est également bloqué de ce côté-là. Seo-jun sent la pression monter dans sa poitrine, mais il sait une chose, trop réfléchir ne résoudra rien. Il décide de récolter sans relâche pour le moment, tandis que Théo et les autres l'encouragent, sachant déjà qu'une quantité massive de travail les attend. Puis la scène se déplace vers l'association des marchands, à l'intérieur du tribunal central du passage des marchands. Un juge hibou interpelle l'accusé qui n'est autre que le cochon Grid. Le juge annonce que l'invasion de Cricket au 67e étage a été délibérément provoquée et facilitée par Grid et ses subordonnés. Grid est également accusé d'avoir commandité l'enlèvement de la présidente de l'association de magie, Yona, ainsi que de la princesse du royaume du ruban rouge, Boubou. De plus, Grid est accusé de trahison, d'avoir lâché des criquets au 55e étage par le passé pour attaquer le royaume du ruban rouge, d'avoir assassiné le roi et la reine, et d'avoir tenté de s'emparer du trône. Le juge hibou énumère les chefs d'accusation les uns après les autres puis frappe la plateforme avec son marteau dans un grand bruit, déclarant que le procès pour juger ces crimes va maintenant commencer. Pourtant, même après avoir entendu son nom lié à chaque accusation répugnante, Grid se contente de sourire diaboliquement, totalement imperturbable, comme s'il avait déjà planifié quelque chose de maléfique, de très maléfique. Et sur ce, cet épisode se termine ici.